Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker, la chaîne de philo qui se confronte à l'actualité. Alors, la question du jour. Mbappé mérite-t-il son salaire? Tellement. Il fait des petits films comme ça. Voilà. C'est fini, l'équipe de France est... Bon allez, ça arrive aux meilleurs de rater un péno. On va pas se joindre à la meute pour le blâmer. Les plus grands joueurs du monde ont raté des pénaltys importants. Platini, Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Mbappé reste un immense joueur avec un potentiel incroyable et probablement un futur ballon d'or. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de foot avec une question qui laisse personne indifférent. Est-il normal que quelqu'un gagne des millions d'euros juste pour nous divertir? Regardez, même lui a l'air mal à l'aise. Vous gagnez combien par mois? Pas mal. Je suis pas à plaindre. Combien environ? Beaucoup. Et pour parler de cette question, j'ai sélectionné le meilleur des attaquants, Ludo, de la chaîne Osons Causer. Salut à tous. En vrai, au foot, je suis plutôt défenseur, mais on va laisser passer. Si vous ne le connaissez pas encore, allez tout de suite checker sa chaîne, vous risquez d'apprendre énormément de choses sur l'économie, le climat, l'énergie, la politique, le tout avec un regard incisif et sans concession sur l'actualité et sur nos gouvernants. Bon, j'ai regardé et en vrai, le salaire de Kiki, il est évalué, si on prend les salaires du club, les revenus publicitaires, à 2,8 millions d'euros par mois. Pour le dire plus clairement, chaque mois qui passe, il gagne 2300 fois le SMIC et 1600 fois le revenu médian. Ouais, au Scrabble, c'est pas mot compte double, c'est pas mot compte triple, son mois, il compte 2000. Ça fait qu'au total, du haut de ses petits 22 ans, il a déjà amassé la fortune de 80 millions d'euros. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire les rageux, c'est de se demander qu'est-ce qui peut bien justifier un tel salaire? Est-ce qu'on peut mériter de gagner autant? Et surtout, qu'est-ce qui justifie de telles inégalités avec les revenus du français moyen? Vous l'avez compris, on va poser la question de la justice et pour ça, on va envisager les meilleurs arguments et voir s'ils tiennent la route. Mais avant ça, il faut commencer par définir la notion de mérite. Ça veut dire quoi au juste mériter quelque chose? Oui, effectivement, la notion de mérite n'est pas toujours très claire parce qu'elle recouvre des sens très différents. Le mérite peut signifier trois choses différentes. On mérite quelque chose si notre talent est en rapport avec la récompense ou le privilège. T'es excellent, tu mérites. Ok, je vois. Pour rester dans le foot, quand Maradona il marque ce qu'on a appelé le but de la main de Dieu en quart de finale de la Coupe du Monde 86, comme il a marqué de la main, il méritait pas tout à fait de marquer son but. Alors qu'à l'inverse, quand seulement quelques minutes plus tard, dans le même match, il marque en dribblant depuis le milieu de terrain toute la défense anglaise, là on peut dire qu'il mérite de marquer son but, qu'il mérite d'être acclamé, car la prouesse, le talent est en proportion avec la récompense. Exactement. Mais le mérite peut aussi désigner l'écart entre le point de départ et le point d'arrivée. On a alors du mérite lorsqu'on est arrivé à combler cet écart malgré la distance ou les obstacles qui nous séparent de l'objectif. En résumé, tu t'es arraché, tu mérites. Ok, pour rester sur Maradona, lui, il a grandi dans la misère d'un bidonville de Buenos Aires et il a réussi à s'en sortir, à devenir un des meilleurs footballeurs du monde grâce à son talent, à ses efforts et à son travail. Là, l'écart entre le point de départ et le point d'arrivée est tellement immense qu'il mérite d'être reconnu et d'être adulé. Très bon exemple. Cette deuxième définition du mérite est liée à l'effort que l'on doit faire pour obtenir quelque chose. Mais il reste encore une dernière définition. Le mérite, ça peut être tout simplement aussi le mérite moral. Tu fais le bien, tu mérites. Ok, là tu penses à faire le bien, un peu comme Mbappé qui a reversé les 350 000 balles de sa prime pour le mondial à une asso qui aide les enfants malades et handicapés. Là on peut dire que ouais, il méritait sa prime. Même si en vrai, il aurait peut-être pu faire quelque chose de plus intelligent avec sa prime, comme acheter des tigres comme Mike Tyson. Bon alors, mettons, Mbappé, il coche les 3 cases. Il est excellent, il s'est arraché depuis tout bébé pour sa passion en travaillant comme un dingue, et c'est même un chic type qui donne de l'argent aux associations. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a d'autres métiers autrement plus importants pour notre société que footballeur?
Je sais pas, pensons déjà aux soignants, là, aux médecins, aux réanimateurs, aux infirmiers, aux aides-soignants qui sont arrachés pendant le Covid et qui sauvent des vies tous les jours. Pensons aux pompiers, aux professeurs qui arrivent à passionner des gamins pour la littérature, les mathématiques, les sciences. Est-ce que tous ces métiers sont pas plus importants ou au moins aussi importants que footballeurs ? Mais pourtant, rappelez-vous, Mbappé, il gagne l'équivalent du salaire de 2000 sapeurs-pompiers qui risquent leur vie, de 1500 profs ou de 700 médecins hospitaliers. Ça veut dire que le médecin hospitalier, il doit travailler pendant 2 ans pour gagner le même salaire que Mbappé en une journée. Et le sapeur-pompier, lui, il doit risquer sa vie pendant 5 ans pour arriver au même résultat. Ok, je comprends bien ton problème. Mais qu'est-ce que tu fais de la loi du marché ? Ce qui définit le mérite, c'est pas la qualité d'un service, ni l'effort, ni la morale, mais tout simplement la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Si les gens sont prêts à payer pour voir Mbappé, alors il mérite son salaire. S'il produit effectivement la richesse qu'il reçoit, alors je vois mal comment on pourrait décider de lui prendre. C'est un argument libertarien qu'on peut retrouver chez un philosophe comme Robert Nozick. Les libertariens considèrent que la société la plus juste n'est pas celle qui est la moins inégalitaire, mais celle qui respecte le plus les libertés individuelles. Le seul critère valable pour Nozick, c'est la façon dont tu as reçu cet argent. En d'autres termes, si ta fortune résulte d'un transfert volontaire de richesse, alors personne n'est en droit de te retirer cet argent et sous aucun prétexte. Nozick prend l'exemple du basketteur Wilt Chamberlain, parce qu'il a écrit ça il y a déjà 50 ans, mais nous on va rester sur le cas Mbappé. J'ai fait un petit tableau pour vous montrer comment ça se passe. Sur les 70 millions de Français, mettons qu'il y en a 1 million qui ont décidé de donner 50 balles à Mbappé pour le voir jouer un match. Personne ne les a forcés. Ils auraient pu les garder pour aller au resto, acheter des bouquins ou faire autre chose. C'est très important pour un libertarien cette condition. Il faut que le transfert de richesse soit volontaire. Rappelez-vous, pour les libertariens, le plus important c'est la liberté. On ne doit jamais l'entraver. Regardez le tableau. On considère que sur les 70 millions de Français, il y a 1 million de fans de Mbappé. C'est la première ligne. Dans la deuxième ligne, ce sont les autres Français et la troisième, c'est Mbappé. Dans la première ligne, c'est la richesse de chacun avant le premier match de Mbappé. On décide pour l'énoncer que chacun possède environ 1000 € pour simplifier. Avant que Mbappé fasse son match, c'est l'égalité, tout le monde possède 1000 €. Si la justice est l'égalité, alors tout le monde sera d'accord qu'on est dans une société juste. Après le match, dans la colonne rouge, on voit que le million de fans s'est délesté de 50 € pour aller assister au match, ce qui rajoute 50 millions au patrimoine de Mbappé. Certains diront que la situation est devenue totalement inégalitaire après le match, mais le libertarien répondra que si ça résulte de la libre volonté des fans, alors il n'y a rien d'injuste. Ce qui compte pour le libertarien, ce n'est pas l'inégalité de la colonne rouge, mais comment on y est arrivé. Nozick va même jusqu'à conclure que si on lui prend cet argent par des impôts, c'est comme si on lui imposait des travaux forcés. Mettons qu'il soit taxé à 50% sur ses revenus, ça voudrait dire que la moitié du temps, il est obligé de jouer pour l'État français. Ce qui, pour un libertarien, est totalement inadmissible. Je n'ai pas le droit de porter atteinte à la liberté d'un individu. Personne ne doit être obligé de travailler pour quelqu'un d'autre. Même si un gamin est en train de crever de faim, j'ai pas le droit de prendre l'argent d'un milliardaire pour lui acheter du pain. Les libertariens affirment un principe fondamental, les individus sont propriétaires d'eux-mêmes. Personne n'a le droit de contester cela, même si c'est pour le bien de toute la société. Alors Ludo, qu'est-ce que tu réponds à cet argument? Ça paraît très fort quand même, non? Ok, admettons, mais Nozick, là, il oublie un point très important. Tout son argument, il ne tient que si on suppose que la performance de Mbappé, elle ne lui appartient qu'à lui tout seul. Là, franchement, le principe libertarien qui suppose que chacun est propriétaire unique de sa propre vie, c'est une vision trop simplifiée de la réalité. En vrai, on est tous en très grande partie le résultat d'un processus social. Et ça marche aussi pour Kylian Mbappé. Le petit Kylian, c'est l'enfant de 2 sportifs. Sa mère, Faiza Lamari, qui était handballeuse en division 1, et son père, Wilfried Mbappé, qui était footballeur à un niveau régional. Sa famille, son papa et sa maman, ils lui ont déjà donné une sacrée génétique. Avec une génétique golden. Une explosivité et une vitesse naturelle qui aident à donf pour le foot. Et ça, Mbappé, il le reconnaît lui-même. Voilà ce qu'il déclarait à France Football. Quand t'es gamin, la vitesse, tu sais très vite si tu l'as ou tu l'as pas, ça explose aux yeux, ça casse la rétine. Et attention, hein, les darons Mbappé, ils lui ont pas donné que la génétique. Il est aussi né dans un milieu de sportifs extrêmement favorable à une carrière professionnelle et encore plus dans le football. Le daron Mbappé, c'est un éducateur de foot extrêmement réputé du FC Bondy dans le 93. Il a formé, entre autres, Sébastien Corchia, qui est un ancien de Lille, de Séville et qui joue maintenant à Nantes, et Jonathan Iconé, qui est un des hommes forts du Lille champion de France.
Et parmi la flopée de joueurs pros qu'a formé Wilfried Mbappé, faut aussi citer Kembo Ekoko, c'est un ancien pro du Stade Rennais que Kylian considère comme son grand frère tellement son père l'a aidé et couvé et tellement il faisait partie de la famille. Et ça, c'est que quelques joueurs pros qu'a formé le papa Mbappé. Donc on peut aussi dire qu'il est né dans un milieu extrêmement favorable à une carrière dans le foot. Et ce milieu favorable, il se limite pas du tout à la famille. Kylian Mbappé, il est né en 1998 en France. Et dans une France qui compte tout un tas d'infrastructures sportives. Depuis au moins les années 30 et le Front populaire, la France a subventionné à donf le sport. Elle a financé des éducateurs, construit des terrains de foot, créé des infrastructures sportives de niveau international. Dans le football, la reine des infrastructures de haut niveau, c'est évidemment Clairefontaine. Clairefontaine, c'est la pépinière de jeunes footballeurs français par laquelle est évidemment passé le petit Kylian Mbappé. Là, on commence à voir un truc intéressant. Au-delà de la génétique héritée des parents, au-delà des super éducateurs, faut aussi naître dans un pays de foot pour que Kylian Mbappé réussisse. Vous en connaissez, vous, des footballeurs chinois ou indiens? Pourtant, ils sont plus de 2 milliards, hein. Du coup, il y a forcément des potentiels footballeurs avec une génétique formidable et tout, hein. Statistiquement, ils devraient même former 30 fois plus de footballeurs pros que la France. Pourtant, au niveau international, que dalle, walou, on connaît aucun footballeur chinois ou indien de très haut niveau. Ça montre que vous pouvez avoir tous les talents du monde intrinsèquement, c'est quand même la société, tout ce qui vous entoure, qui fait éclore ou non ce talent. Et ça, même Warren Buffett, le financier et richissime milliardaire américain, il le reconnaît clairement. Voilà ce qu'il déclarait. Le système américain m'offre d'énormes récompenses pour ce que j'apporte à la société. Je pense personnellement que la société est responsable d'un pourcentage très significatif de ce que j'ai gagné. Si vous m'envoyez au milieu du Bangladesh ou du Pérou ou d'ailleurs, là vous découvrirez ce que ce talent pourra réellement produire dans un milieu moins propice. Je serai encore en train de me sortir du pétrin 30 ans plus tard. Je travaille dans un système de marché qui récompense très bien et de façon disproportionnée ce que je sais faire. Vous voyez que le talent tout seul, c'est pas grand-chose. C'est toujours le système ou la société qui valorise ou non certains talents, et parfois même d'une façon disproportionnée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, un des plus célèbres financiers de la planète. Si vous voulez vous rendre compte d'à quel point on dépend tous des autres, même dans nos accomplissements de la vie quotidienne, faut absolument que vous regardiez l'expérience de ce designer anglais, Thomas Thwaites. Je sais même pas comment le prononcer. Ce mec, il a eu un projet fou, il a essayé de faire lui-même un grille-pain. Il n'a même pas eu besoin d'inventer le grille-pain, il a essayé de reproduire un grille-pain à 10 € que tout le monde a dans sa cuisine. Et pour faire ça, il s'est rendu compte que c'était une galère pas possible. Il fallait plus de 400 composants, très difficile à assembler, il fallait arriver à produire du plastique soi-même, et résultat, quand il est enfin parvenu à reproduire le grille-pain, même pas à l'inventer, il s'est auto-grillé toute seule dès qu'il a mis la première tartine. Et son grille-pain foireux, ça lui aura coûté des mois et des mois de travail et 250 fois le prix de n'importe lequel que vous achetez au supermarché. So there's a picture of my toaster. Là, vous voyez bien que toute notre vie, elle est complètement interconnectée au travail, aux efforts, au génie, à l'inventivité de millions d'autres personnes. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser qu'un individu est seul propriétaire de lui-même et peut légitimement amasser une fortune démesurée par rapport à tous les autres ? Oui, et je rajouterais aussi un argument qui va dans ton sens, c'est que Mbappé a eu de la chance de naître à une époque où on valorise le talent pour le foot. Il y a 2 siècles, le fait de savoir taper dans un ballon lui aurait permis tout au plus d'animer un spectacle de rue, et il y a 1 siècle, ça lui aurait permis d'avoir à peine le salaire d'un ouvrier. Mais il a également eu de la chance que ce soit le football qui soit valorisé et pas le handball par exemple. Si ça se trouve, au hand, il aurait été complètement nul. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas naturel que le foot soit mieux payé que le hand. C'est lié à un contexte historique et culturel. Aux États-Unis, c'est plutôt le basket et le baseball. Mais il y a également un deuxième argument contre les libertariens. Limiter la loi du marché au nom d'un idéal moral. Si on se fie uniquement à la loi du marché, on rentre automatiquement dans une vision hyper cynique de l'humanité. La notion même de valeur ou de grandeur devient complètement relative.
Si les gens sont capables de payer des millions de dollars pour voir quelqu'un s'empiffrer d'une montagne de frites, alors il mérite de recevoir son argent d'après la loi du marché. Karl Marx ne disait rien d'autre lorsqu'il affirmait « Partout où la bourgeoisie a conquis le pouvoir, elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange en la noyant dans les eaux glacées du calcul égoïste. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. » Sous la loi du marché, il n'y a plus de différence entre Victor Hugo et Matt Stoney, notre mangeur de frites. Ce qui compte, ce n'est plus la valeur de l'œuvre, mais le nombre de vues. Et cela aboutit nécessairement à une forme de nihilisme. Plus rien n'a de valeur en soi. Dans le film Le Loup de Wall Street, Scorsese montre très bien à quoi aboutit une société fondée sur la loi du marché. Et ça fait pas vraiment rêver. Tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur les nibards, alors techniquement tu jettes. 1, 2, 3 Stop. La valeur devient pure spéculation abstraite. C'est le propre des valeurs boursières, elles n'ont de valeur que par la loi de l'offre et de la demande. Et le réalisateur montre assez subtilement comment les valeurs de Jordan Belfort, le héros du film, se calquent progressivement sur les valeurs boursières. L'amour de sa vie, ses enfants, ses amis, tout explose aussi vite qu'une bulle spéculative. Ok, admettons, il y a peut-être quelques gens riches et célèbres qui ne valent fondamentalement pas grand-chose. Mais deux choses quand même. Un, Mbappé, c'est pas non plus un mangeur de hot-dog, hein, il est un peu plus intéressant. Et surtout deux, qui va s'occuper de décider des limites et comment on va faire pour les placer ? Qui va être le chef et dire « Ok, on peut payer Cyril Hanouna, mais pas Nabila. On peut payer très cher un footballeur, mais pas un mangeur de hot-dog. » Tout cela, ils ont en commun de faire beaucoup d'audience, de faire kiffer les gens, et donc de générer beaucoup d'argent. Qui va dire « Toi ça va, mais toi là non, c'est vraiment abusé ». Non, honnêtement, je comprends ta critique, mais elle va être très dure à appliquer. Oui, t'as raison, et c'est la raison pour laquelle on peut pas se contenter de cet argument qui risque de porter atteinte aux libertés individuelles. J'en viens donc au troisième argument contre le libertarisme, le point de vue utilitariste. L'utilitarisme a été fondé par Bentham et l'idée en gros c'est que la société la plus juste possible, c'est celle qui maximise le bonheur collectif. La liberté est certes une valeur fondamentale, mais elle ne peut pas aller à l'encontre du but fondamental de toute société, maximiser le bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Prenons un exemple. Mbappé gagne près de 3 millions d'euros par mois. Imaginons qu'il soit taxé à hauteur de 90%. Il lui restera quand même 300 000 euros par mois. Imaginons aussi que sur une échelle de 1 à 100, Mbappé disposait de 95 points de bonheur. On peut imaginer qu'avant le pénalty contre la Suisse, il était à 100. De combien son bonheur va-t-il baisser ? Sachant que quelqu'un qui gagne correctement sa vie, et qui va pas trop mal personnellement, pourrait facilement être à 80. D'après moi, son niveau de bonheur ne bougera même pas, il pourra avoir quasiment le même mode de vie qu'avant. Mais mettons qu'il baisse à 85. Avec cet argent récolté, on peut sortir chaque mois 2000 enfants de la misère et d'une mort certaine en leur donnant 1000 euros chacun. Ces enfants qui seraient probablement morts de malnutrition ou par manque de soins vont passer de 1 à 80 sur l'échelle du bonheur. Vous faites le calcul, 80 x 2000, ça fait 160 000 versus les 10 points qu'on a pris chez Mbappé. Pour un utilitariste, le calcul est vite fait. Nos libertés individuelles importent peu face à une telle amélioration du niveau de vie. On gagne quasiment 160 000 points d'indice de bonheur sur l'ensemble de la société. J'ai résumé tout ça dans un petit tableau. La première ligne en rouge du tableau correspond au niveau de bonheur par individu avant la répartition des richesses. Il est de 1% si on fait la moyenne des deux premières colonnes. Mbappé plus les 2000 pauvres. La deuxième ligne correspond à la même société, mais avec une répartition des richesses. On voit très bien sur ce tableau que l'utilitarisme a permis de passer d'une société où le niveau de bonheur est de seulement 1 sur 100 à une société où le bonheur est de 80%. Donc ici, la question n'est plus celle du mérite, mais de quelle société voulons-nous ? Celle qui condamne la plupart au malheur ou celle qui maximise le bonheur collectif ? Le seul bémol, c'est que d'un point de vue utilitariste, avec un calcul pareil, tu peux justifier absolument tout et n'importe quoi. Tu peux raser un pays, tu peux torturer quelqu'un pour le bien de tous. Ça, la série américaine 24 heures chrono, elle a tenu 9 saisons juste avec ce petit pari utilitariste que, dans certains cas, la torture, elle était parfaitement justifiée. Start talking to me!
Et d'un point de vue plus concret, si on prend le pari utilitariste, qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, la société, de prendre presque tout le salaire de Kylian Mbappé? Oui, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'en viens maintenant au dernier argument, mais qui n'est pas le moins fort. La justice ne dépend pas seulement de la façon dont on a gagné une somme d'argent, mais du résultat produit sur la société. Tout le raisonnement libertarien de Nozick se base sur l'idée suivante. Tant que le transfert d'argent se fait légalement et volontairement, alors on n'a pas le droit d'y toucher, car ce serait porter atteinte à la liberté des personnes. Mais je vais vous raconter une petite parabole qui va vous permettre d'en douter. Imaginons une île où une personne très douée dans les affaires se serait arrangée pour racheter toutes les terres légalement. Et elle ferait travailler les milliers d'habitants laborieusement du matin au soir pour gagner leur maigre pitance. Tout est légal. Mais une telle inégalité crée un déséquilibre. Un seul est libre au détriment de tous les autres. Donc le système prétendument libertarien, qui prétend défendre les libertés, défend en réalité l'aliénation de la population par ceux qui détiennent les richesses. D'ailleurs, des revenus aussi astronomiques ne peuvent que produire un accès démesuré aux ressources, qui elles sont en quantité limitée, et qui privent tous les autres de cet accès. On le voit très bien dans l'actualité d'ailleurs, les milliardaires possèdent tellement qu'ils en viennent à faire du tourisme spatial, qui produit un bilan carbone désastreux, et qui à terme met en danger tous les habitants. Donc l'injustice ne dépend pas seulement des conditions dans lesquelles on gagne son argent, mais il faut également voir ce que cela produit comme type de société. Les libertariens ont beau jeu de défendre la liberté, mais c'est une liberté formelle. Dans les faits, quand on vit dans la misère, on est libre de rien. On dépend en permanence d'un maître qui veut bien vous permettre de survivre. Ce que nous avons essayé de montrer dans cette vidéo avec Ludo, c'est que les libertariens posent des bonnes questions au système qui se veulent égalitaire, parce qu'ils valorisent la liberté plus que tout. Et il faut absolument tenir compte de leur argumentaire pour ne pas tomber dans une société totalitaire. Mais nous avons aussi montré que le libertarisme conduisait à une société terriblement injuste. La liberté pour une petite élite de dominer tous les autres, ce qui conduit paradoxalement à priver la plupart des individus de leur liberté réelle en leur accordant à la place un simulacre de liberté. Encore un grand merci à Ludo pour sa participation à cette vidéo. Allez checker sa chaîne Osons Causer. Comme d'habitude, vous êtes au courant, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis la petite cloche, parce que ce que fait Serial Thinker, c'est vraiment de la bombe. Ciao les amis! Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.